Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche des millions de personnes, mais qu'on aborde, je trouve, presque toujours par le petit bout de la lorgnette médicale. Mhm. L'expérience de la maladie chronique. On va tenter d'aller au-delà des symptômes, des traitements, pour explorer ce que ça fait, vraiment, de vivre avec une condition qui s'installe pour de bon. C'est ça. Et notre guide pour cette exploration, c'est un article de Gilles Besson qui s'intitule Maladie chronique, quand le patient doit réinventer son monde. Un titre déjà très évocateur. Absolument. Et le point de départ de sa réflexion, c'est une idée très forte qu'il emprunte à la sociologie, la rupture biographique. Ah oui, Rien que les mots sont puissants. Alors, décortiquons ça. Comment est-ce qu'une maladie peut fracturer non seulement un corps, mais carrément toute une vie, toute une identité? c'est toute la question. Et elle change complètement la perspective. L'article met le doigt sur un malentendu, fondamental. Lequel? Pour un soignant, la maladie, c'est souvent une série de données. Une tension, un taux de sucre, des symptômes à cocher. C'est quantifiable. D'accord, c'est technique. Voilà. Mais pour la personne qui la vit, la maladie, ça se mesure en perte, en renoncement, en deuil quotidien. Hmm, Et la rupture biographique, c'est exactement ça. C'est un séisme personnel, un événement qui vient fracasser la trajectoire de vie qu'on s'était imaginée. Qui bouscule tout. Tout. Nos valeurs, notre identité profonde. Et pour y voir clair, l'article propose de regarder comment ce séisme fragilise 3 piliers sur lesquels on construit tous notre vie. Lesquels? Nos relations sociales, notre place dans le monde du travail et finalement, la relation qu'on entretient avec soi-même. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on quitte le champ médical pur pour entrer dans une compréhension presque existentielle de l'épreuve. Très bien, donc 3 piliers. Commençons par le premier alors, l'impact social. L'article utilise une expression qui m'a vraiment frappée. Il parle du risque de l'effacement. L'effacement, oui. Ce n'est pas juste être mis de côté, c'est presque comme si on commençait à ne plus exister socialement. C'est d'une violence. C'est d'une violence inouïe parce que c'est insidieux. Ça commence de manière très concrète. Par exemple, La maladie impose que l'article appelle un rythme différent. Les amis appellent pour une sortie improvisée. on ne peut pas, on est trop fatigué. Exactement. On planifie des vacances. Ça devient une source d'angoisse. Il faut penser au traitement, à l'accessibilité, à l'énergie qu'on aura. Ou pas. Même un simple dîner peut devenir une épreuve. Tout à fait. Et petit à petit, un décalage s'installe. Le monde des bien portants continue de tourner à toute vitesse, et la personne, elle, a l'impression d'être sur le quai, à regarder le train partir sans elle. Elle se sent hors jeu. Et ça doit être épuisant, j'imagine, de devoir constamment se justifier, d'expliquer ce décalage. L'article parle de fatigue invisible, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce que c'est juste la fatigue physique liée à la maladie ou c'est autre chose? C'est bien plus que ça. La fatigue invisible, c'est le fardeau mental de devoir en permanence se justifier. Pourquoi tu ne viens pas? T'as encore l'air fatigué. Fais un effort. Ah oui, les petites phrases qui tuent. C'est ça. On passe son temps à expliquer l'inexplicable, à rendre visible ce qui ne se voit pas, et à la longue, comme le dit l'auteur, ce besoin constant d'explication épuise le lien social lui-même. Comment ça? Bah, on finit par ne plus avoir l'énergie de se justifier. Alors, on s'isole pour avoir la paix, et c'est là que le fameux effacement commence. C'est un cercle vicieux en fait. On est trop fatigué pour sortir et puis on devient trop fatigué d'expliquer pourquoi on ne sort pas. Exactement. Et ça mène à un phénomène que l'article décrit très bien, le tri relationnel. Ça a l'air un peu brutal comme terme. Ça l'est. Mais soyons clairs, ce n'est pas toujours par méchanceté de la part de l'entourage. Souvent, les amis sont juste démunis. Ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Voilà. Ils ont peur d'être maladroits. Ils ne comprennent pas cette nouvelle réalité qui n'est pas la leur. Alors, par gêne ou par impuissance, certains s'éloignent. Et le résultat? Le résultat, c'est que le cercle social se réduit comme peau de chagrin. À la fin, il ne reste parfois que la famille très proche. Et les soignants. Hmm. C'est ce que l'article nomme la double peine. En plus de la maladie, il faut affronter la solitude. Je comprends l'idée de double peine, mais est-ce que ce tri relationnel, aussi douloureux soit-il, n'est pas aussi parfois une façon de révéler les amitiés les plus solides? Est-ce que l'article en parle? C'est une excellente question. L'article ne le développe pas en détail, mais il le suggère. Ce tri est douloureux, oui, mais il est aussi un révélateur. D'accord. Il laisse place à des liens plus authentiques, plus profonds, avec ceux qui restent et qui acceptent cette nouvelle donne. Mais le coût pour en arriver là est immense. La perte initiale est une vraie blessure. Une blessure qui s'ajoute à celle de la maladie. Et cet isolement, cette perte de lien social, a forcément un impact énorme sur l'autre grand pilier de nos vies, le travail. Oui, j'allais y venir.
Perdre des amis, c'est une chose, mais perdre sa place dans le monde professionnel, c'est une autre dimension. On se présente tout le temps par notre métier. Bien sûr. Je suis consultante, je suis artisan, c'est souvent la première chose qu'on dit pour se définir. Perdre ça, c'est perdre une partie de sa carte d'identité publique. C'est exactement ça. L'article insiste sur le fait que le travail est un vecteur d'identité majeur. Il nous donne un statut, un rôle, un sentiment d'utilité. Une place dans la société. Voilà. Et la maladie chronique vient percuter de plein fouet cette image qu'on a de nous-mêmes comme un soi productif. L'auteur utilise une expression très juste, il parle du deuil de la carrière. Le deuil de la carrière, c'est fort. Et ça ne veut pas forcément dire un arrêt total du travail, du moins au début. Ça commence par des absences répétées, une baisse de performance, puis le besoin d'aménager son poste. On doit renoncer à des responsabilités peut-être. À une promotion, oui. Et dans lesquels les plus lourds, c'est l'arrêt complet. Et là, le vide est immense. Et concrètement au bureau, si la maladie ne se voit pas, ce qui est le cas pour beaucoup de pathologies chroniques, les collègues doivent avoir du mal à comprendre, non? Absolument. C'est le cœur du problème dans la sphère professionnelle. C'est ce que l'article nomme le stigmate du handicap invisible. Le handicap invisible. La douleur, la fatigue extrême, le brouillard mental, ce sont des symptômes terriblement invalidants mais qui ne se voient pas. Et donc pour les collègues? Pour les collègues, et parfois même les managers, la personne n'a rien. Ils voient juste quelqu'un qui est souvent absent, qui semble moins performant, qui demande des aménagements. Et le jugement n'est jamais loin. On imagine les pensées, est-ce qu'ils ne seraient pas un peu paresseux? Est-ce qu'elles ne profitent pas du système? C'est ça. Et c'est d'une violence psychologique terrible. C'est une question très délicate, parce qu'on parle beaucoup de bienveillance en entreprise. Mais là, on est face à un vrai défi. Est-ce que l'article donne des pistes pour un manager, par exemple, pour naviguer ça sans tomber dans la suspicion? L'article ne donne pas de recette miracle, ce serait trop simple. Mais il soulève la question fondamentale. Comment une culture d'entreprise peut-elle passer de la suspicion à la confiance? Changer de posture, en somme? Complètement. Passer d'une logique de contrôle des absences à une logique de recherche de solutions. De poser la question « De quoi as-tu besoin pour continuer à apporter ta contribution ?» plutôt que « Pourquoi n'es-tu pas là ?» Ça demande une vraie maturité organisationnelle. Que peu d'entreprises ont, malheureusement. Et ce regard des autres, au travail ou ailleurs, finit inévitablement par déteindre sur le regard qu'on porte sur soi-même. On touche là au troisième pilier. Le plus profond, peut-être? Sans doute. La perception de soi. L'article utilise une analogie qui m'a vraiment parlé. Notre corps, qui était un allié silencieux, Oui, on n'y pense même pas. voilà, il fonctionnait tout seul. Et soudain, il devient une source d'incertitude, voire un traître. L'idée de ne plus pouvoir faire confiance à son propre corps, ça doit être terrifiant. C'est un bouleversement intime radical. On perd le contrôle. C'est ça, la perte de contrôle. On ne sait plus si demain matin, on aura l'énergie de se lever, si on pourra tenir une journée de travail, si une crise de douleur va se déclencher en pleine réunion. L'imprévisibilité. Cette imprévisibilité permanente, ça génère une anxiété chronique, une hypervigilance de tous les instants. On n'habite plus son corps de la même façon. On le surveille, on le craint. Il devient une prison potentielle. C'est une bonne image. Et le piège, bien sûr, c'est de finir par ne se résumer qu'à ça. Que la maladie prenne toute la place. Et deviennent le centre de l'identité. C'est le risque principal, ce que l'article appelle le piège de l'identité patient. Le quotidien est rythmé par la maladie, les rendez-vous, les traitements, la gestion des symptômes, Tout tourne autour de ça. tout. Et le danger, c'est que l'étiquette de la pathologie vienne recouvrir toutes les autres facettes de qui on est. L'auteur donne son propre exemple. Ah oui, génial. Il explique qu'il a dû se battre pour ne plus se voir comme Gilles, l'insuffisant cardiaque, mais pour continuer à se percevoir comme Gilles, le consultant, le père de famille, l'ami. C'est terrible. C'est comme si la maladie devenait le seul adjectif qui nous qualifie et que tous les autres, drôles, intelligentes, passionnés, étaient effacés. Exactement. C'est une lutte sur deux fronts en permanence contre les symptômes et contre cet effacement de soi. C'est tout à fait ça. La bataille n'est pas seulement contre la maladie, mais bien pour préserver qui l'on est en dehors d'elle. C'est une lutte pour que le je ne soit pas entièrement dévoré par le ça de la maladie. Bon, le tableau qu'on dresse est assez lourd, c'est une vraie déstructuration de l'existence, mais j'imagine que l'article ne s'arrête pas là, il doit bien proposer des pistes pour reconstruire, non? Notamment pour les soignants, hein. Oui, et c'est la partie la plus constructive. L'article propose de changer de focale. La première piste, qui peut sembler évidente mais qui est fondamentale, c'est de reconnaître l'invisible. C'est-à-dire? Pour un soignant, ça veut dire écouter et valider activement la fatigue, l'isolement, l'anxiété du patient, au même titre qu'un résultat de prise de sang. Juste dire « je vous entends C'est simplement dire
Ce que vous ressentez est réel, c'est légitime, et ça fait partie du tableau. On va aussi s'occuper de ça. Cette reconnaissance change tout pour le patient. Ça lui donne le droit de ressentir ce qu'il ressent. La deuxième piste que l'article mentionne est très parlante. Il s'agit de soutenir le projet de vie. Hmm. Et pour l'expliquer, il compare deux questions. La question classique du médecin, prenez-vous bien votre traitement? Oui, la question de conformité. Voilà. Et il la compare à une autre question, toute simple mais révolutionnaire. Qu'est-ce que la maladie vous empêche de faire aujourd'hui, que vous aimeriez faire, et comment peut-on trouver des solutions ensemble? Le changement est énorme. C'est un changement de paradigme complet. Complètement. On passe d'une médecine de la conformité, le patient doit obéir, à une médecine de la qualité de vie. Le but n'est plus seulement que les constantes biologiques soient bonnes. Mais que la personne puisse continuer à vivre une vie qui a du sens pour elle. C'est ça. Et ça mène à la troisième piste. Favoriser l'éducation thérapeutique du patient. L'idée, ce n'est pas de noyer le patient sous des brochures d'information. Non, bien sûr. C'est de lui donner les compétences pour qu'il devienne l'expert de sa propre vie avec la maladie, qu'il comprenne son traitement, qu'il sache gérer ses crises, qu'il puisse négocier avec la maladie pour préserver ce qui compte pour lui. On lui redonne du pouvoir, un sentiment de contrôle. On le rend acteur de sa propre santé, et plus seulement objet de soins. Précisément. Et tout cela est résumé par une citation de patient à la fin de l'article, qui est d'une lucidité incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Le plus dur dans la maladie chronique, ce n'est pas de prendre ses médicaments, c'est de supporter le regard des autres et le sien qui change. Tout est dit. » Tout est dit. Et il ajoute « Un soignant qui comprend que ma vie sociale est aussi importante que ma tension, c'est un soignant qui soigne l'humain, pas seulement la machine. » On est au cœur d'une vision holistique du soin. Où la biographie du patient est aussi importante que sa biologie. C'est limpide. Si on essaye de résumer le voyage qu'on vient de faire, on part de cette idée de rupture biographique. Une fracture, oui. Une fracture qui touche trois domaines. La vie sociale, avec ce risque d'isolement, la vie professionnelle, avec la perte de statut, et enfin le rapport à soi, avec ce corps qui trahit et ce risque de se réduire à une identité de patient. Mhm. Et la seule porte de sortie, c'est une approche de soins qui regarde la personne en entier, qui s'intéresse à sa vie, pas juste à ses symptômes. Ce qui est remarquable, c'est que cette approche humanise profondément la relation de soins. On ne voit plus une relation verticale, expert tout-puissant face à un patient passif. On voit une alliance. Une alliance, une collaboration entre deux experts. Le médecin, expert de la maladie, et le patient, expert de sa propre vie. Et ils travaillent ensemble. C'est une belle conclusion. Pour conclure, et ouvrir un peu la réflexion, l'article se concentre beaucoup, et à juste titre, sur le rôle clé du soignant. Mais ça m'amène à une dernière pensée. Je vous écoute. Au-delà du cabinet médical, quelle pourrait être notre responsabilité collective? En tant que collègues, amis, membres de la famille, comment peut-on, à notre échelle, aider une personne à ne pas laisser la maladie effacer son histoire? Comment peut-on contribuer, par nos questions, notre écoute, notre patience, à ce que cette personne puisse continuer à écrire les chapitres de sa propre biographie?